Bonjour à toutes et à tous, dans l'actualité de ce lundi, après 3 semaines de course, les concurrents de la G2R atteignent en ce moment même Saint-Barth aux Antilles. Et puis ils ont eu de la chance, entre 2 averses, les chars ont pu défiler dans les rues de Landerneau ce week-end pour le traditionnel carnaval. Et puis les passionnés de modèles réduits avaient rendez-vous à Crozon ce week-end pour le 9e salon du modèle réduit. L'événement a attiré près de 3000 visiteurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi 28 avril 2014. Après avoir quitté Concarneau le 6 avril dernier, les concurrents de la Transat AG2R atteignent en ce moment même le port de Gustavia à Saint-Barth. Et c'est le duo Meillat-Gavinet qui, sur Safran-Guicoten, qui se trouve à moins de 10 000 de l'arrivée à l'heure où nous parlons. Le point sur cette fin de course. Après 22 jours de mer, à quelques milles de l'arrivée, le duo Gwenole-Gainet et Paul Meillat mène la danse aux portes de Saint-Barth aux Antilles. À bord le Safran-Guicoten, l'équipage est en bonne voie pour remporter cette 12e édition de la Transat AG2R La Mondiale, devant Skipper Massif, barré par Fabien Delahaye et Johan Richaume, et derrière, à seulement quelques milles, de 30 corsaires, à bord duquel on retrouve Alexia Barrier et Laurent Pellecuer. Un final en forme de sprint, une véritable régate dans la Transat, où se tenait dans un mouchoir de poche le podium de cette traversée en classe Figaro-Beneteau. Pour l'équipage de tête, rien n'est laissé au hasard, surtout pas les derniers milles et l'arrivée à Saint-Barth. Et là où on s'est un peu plus posé des questions, c'est sur le passage des îles et à quel endroit on serait le moins gêné et où on prendrait le moins de risques. Donc et puis on essaie de voir un peu ce que font les adversaires derrière. C'est un peu une petite recette avec tout ça. Une belle victoire pour cet équipage à bord duquel on retrouve un navigateur confirmé sur la classe Figaro, mais aussi un bisu Gwenole-Gainet qui n'a pas tardé à apprivoiser le Figaro-Beneteau Safran-Guicoten. Ouais, c'est sûr qu'il a fond vite. On échange beaucoup sur cette transat, puis surtout on avait pris notre temps aussi avant la course de bien s'entraîner, d'essayer de se poser les bonnes questions pour préparer au mieux cette transat. Il est motivé, il a une approche qui est vraiment rigoureuse et il cherche à peaufiner chaque détail. Donc comme il a une expérience sur d'autres supports avant, ça va vite. C'est pas comme s'il était bisu en course au large, quoi. Il est juste bisu en Figaro. Au pointage de 16h, donc ce lundi 28 avril, premier Safran-Guicoten, second Skipper Massif. Et à noter la 4e place pour la Cornouaille menée par Roland Jourdain et Martin Lepape. Après l'effort de ces 22 jours de mer, le réconfort, les skippers vont enfin profiter des joies et de la chaleur antillaise de Saint-Barth. Voilà, et on retournera à Saint-Barth ce mardi sur TVO, bien sûr. Et puis après la course sous les tropiques, le cyclisme avec le 48e Tour de Bretagne. Ce lundi, les 24 équipes ont couvert les 200 km entre Jugon-Léac en Côte d'Armor et Fouesnant dans le sud Finistère. Et à l'arrivée, c'est Marcus Ebeguer de l'équipe Baku Cycling Project qui s'impose. Et puis au général, c'est Yann Guyot de l'équipe de l'Armée de Terre qui se maintient en tête du classement. Et ce mardi, le Tour cyclisme prend la direction du Morbihan et de Radénac en plein cœur de ce département. On vient de parler cyclisme et la fête du cyclisme à Fouesnant. Il y avait la fête du déguisement aussi ce week-end à Landerneau avec le carnaval qui a attiré encore de nombreux spectateurs et la météo a été clémente pour les carnavaliers. David Cormier a suivi les chars dans les rues au bord de l'Élorn. 3 jours de fête ce week-end à Landerneau. C'était carnaval avec le dimanche des chars magnifiques, un public souvent déguisé et motivé. C'est festif, c'est rigolo, c'est coloré et surtout ça nous a ramené le soleil surtout. Une soirée énorme, une super ambiance et tant qu'il pleut pas, c'est cool. Vous avez arrêté les gens déjà ? Oui. On nous demande, mais bizarrement, on nous demande de les arrêter. Des petits qui font des bêtises. Et comme prévu, l'affluence était forte. On peut annoncer entre 18 et 20 000 personnes aujourd'hui. Et sur l'ensemble du week-end, on arrive aux 30 000 personnes. C'était l'objectif, donc on y est. Ah, Madame Météo nous a fait un très beau cadeau cet après-midi parce que la pluie s'est arrêtée avant midi. Et là, jusqu'à maintenant, c'est très bien. Hier, les fanfares ont réussi à déambuler en ville. Il a manqué 10 minutes pour qu'elles rendent sèches. Donc non, c'était très bien. Et vendredi, pour le carnaval des enfants, ça a été parfait. Du soleil, des beaux déguisements, c'était parfait.
18h30, direction les quais, il restait une chose à faire. On va brûler Monsieur Carnaval, j'ai l'impression qu'on va brûler un copain, parce qu'on l'a vu naître, et puis là aujourd'hui il a régalé tout le monde, et puis on va le brûler. Il y a un moment de tristesse, mais bon on aura vite oublié avec le feu d'artifice de ce soir. Allez, il reste 2 ans pour en faire un nouveau. Allez, direction Crozon maintenant avec un monde en miniature. C'était ce samedi. 3000 visiteurs ont fait le déplacement pendant le week-end pour admirer plus de 600 modèles réduits exposés pour la 9e édition de ce salon du modélisme. Ghislain Fondevilla était sur place. Camions, bateaux, figurines, à chacun sa préférence. Ici, dur de savoir qui expose et qui visite. De chaque côté des stands, on discute, on échange et on contemple certaines pièces dignes d'un musée. Le grand-père, qui a eu ça étant enfant, s'est rappelé que voilà, ce qu'il avait joué avec, il l'a emballé, il l'a protégé un petit peu comme un lingot, quoi. Et voilà, et c'est comme ça qu'on trouve ces trains qui ont approximativement 70 ans, quoi. Petits et grands donnent vie à ces maquettes avec technique et astuces. Ici, pas de mystère de fabrication entre passionnés, bien au contraire, on échange volontiers ces petits secrets. Ton fan prussienne, tu grattes, tu fais ton paysage, tu grattes pour faire ta route. Après tu recouvres avec de la bande plâtrée. Je prends des bouts de bois, je fabrique des petits bateaux et des petits avions. Et après, je les peins. Je pense que ça leur permet de découvrir des tas de choses qu'ils ne connaissent pas forcément, comme tous les anciens bateaux, toute l'histoire de l'armée, et puis même les trains électriques, tout ça, maintenant ils n'en ont plus beaucoup, ils ont des choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus perfectionnées. Un jeu pour les enfants, une passion pour les adultes, l'univers du modélisme permet à chacun d'imaginer et fabriquer ses propres créations. Vous connaissez tous la mythique forêt de Brocéliande. Eh bien, elle a inspiré 4 chefs pâtissiers enseignants au centre de formation des apprentis de Dinan. Ils viennent de réaliser un nouveau gâteau 100% breton, le forêt de Brocéliande. Petite mise en bouche avec ce reportage de Anne Burlot. Avec sa coiffe bretonne, ses rayures et ses couleurs qui rappellent le Gwenadu, cette pâtisserie pourrait bien avoir sa place à côté du traditionnel phare breton et du Queen Amman. Surtout quand on sait qu'elle est élaborée qu'avec des produits de la région. Une galette de Pont-Aven, du caramel au beurre salé malouin, un coulis de fraises de Plogastel, du riz au lait de Ploie, du bouchino de Saint-Main-le-Grand et quelques ingrédients plus exotiques. Bref, un gâteau bien de chez nous, inventé par des Bretons de cœur. Je suis parisien, mon collègue est lavallois, et en fait, on a voulu rendre hommage au pays qui nous a adoptés, et puis on aime beaucoup la Bretagne, et voilà, maintenant on est Bretons. Pendant 1 an et demi, Jean-Luc et ses 3 confrères ont étudié cette gourmandise dans les moindres détails, quitte à essuyer des ratés. C'est vrai que des fois on tâtonne, on fait des essais et puis on s'aperçoit que des saveurs ou des textures qui a priori devaient correctement se marier, ne se marient pas du tout. Et donc du coup, le hasard fait qu'on part sur une autre texture, une autre saveur. Même la famille a été mise à contribution pendant la phase d'expérimentation. On a aussi ramené nos essais à la maison et nos épouses ont pu aussi donner leurs avis. Dans la famille de Jean-Luc Lajoie, il y a un designer qui lui aussi a donné son avis et nous a beaucoup aidé aussi. Ce gâteau a été baptisé le forêt de Brocéliande, un nom qui prend tout son sens avec la petite cuillère. Alors maintenant, c'est l'instant magique, donc ce qui va nous rappeler donc la forêt de Brocéliande. Normalement, il va y avoir une petite surprise qui va se dérouler à l'intérieur. Tout s'écoule comme la fontaine magique. Voilà, et donc c'est la forêt magique et c'est le gâteau magique. De la poésie en bouche qu'on devrait bientôt retrouver dans les boulangeries. Les 4 pâtissiers sont prêts à livrer le secret de leur recette à ceux qui s'engagent à n'utiliser que des produits bretons. Allez, bon appétit. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et à demain.